Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, on parle politique, mais aussi agriculture, alimentation, écologie. Et avec moi dans cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour Arnaud Bonjour Montebourg. à tous les deux. Vous êtes avocat de profession, aujourd'hui chef d'entreprise. Vous avez créé le miel bleu blanc ruche, vous êtes venu avec d'ailleurs, et la glace la mémère, peu après avoir quitté avec fracas le bien nommé ministère du redressement productif. La politique vous a rattrapé très jeune, 23 ans, vous êtes déjà adhérent au Parti socialiste, vous avez été 2 fois candidat à la primaire de la gauche, mais vous êtes aussi un homme de terroir, président du Conseil général et député de Saône-et-Loire pendant 15 ans, ce terroir qui a en partie inspiré le menu du jour. Oui, avec un plat plus que séculaire, au nom désuet, le vol au vent, pas très branché, mais incarnation de la cuisine traditionnelle française. Et en dessert, du fromage, le claque-bitou. Ne riez pas Brigitte, c'est du patois pour désigner le fromage de chèvre. Allez, dans les pieds dans le plat, le gouvernement met 100 milliards d'euros pour relancer l'économie face à la crise sanitaire. Vous êtes sceptique, 100 milliards, ça compte pas pour du beurre. Et dans le dessous des plats, l'Assemblée a voté une dérogation pour le retour des néonicotinoïdes, un tueur d'abeilles. Vous nous direz si vous en faites ou pas votre miel. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, grâce à vous, nous allons donc pouvoir avoir le privilège de déguster des vols au vent, curiosité culinaire en voie de disparition à la carte des néo-bistrots, mais je crois que vous défendez le vol au vent. J'ai fouillé dans votre bio pour trouver un indice qui pourrait expliquer ce choix. Alors, c'est le plat préféré, figurez-vous, des Belges. Mais vous, vous avez des racines algériennes et normandes, donc ça ne colle pas. Non, je pense que malgré votre accent précieux, souvent raillé, le vol au vent, ça dit beaucoup peut-être de votre côté. Et c'est pas péjoratif, très province. C'est un peu ça, monsieur Arnaud Montebourg? Écoutez, vous m'avez demandé de choisir ce que j'aimais. Je vous ai dit, j'aime le vol au vent. C'est un plat qui est très intéressant parce qu'il a une texture qui est ambiguë, double, en fait. Croustillante. Oui, croustillant et en même temps tendre et douce. Ouais. Qu'il est à la fois goûteux parce que les ingrédients, alors on peut choisir différents vols au vent. Par exemple, j'ai goûté chez un jeune chef extraordinaire un vol au vent, comme quoi c'est pas en disparition. Chez les jeunes chefs qui défendent la cuisine, j'allais dire enracinée, de tradition, mais renouvelée, le vol au vent avec des moules et des girolles. C'est délicieux. Terre-mer. Alors, celui-là est plus traditionnel, je vous le tends. Merci, superbe. Alors, je vois des champignons. Je vois du riz de veau, peut-être, non? C'est ce qu'il y a. Il y a souvent du riz de veau. Il y a souvent du riz de veau. Blanc de oui. poulet. Blanc de poulet. Et du poulet. C'est aussi pour ça que vous avez choisi ce plat? Poulet de Bresse, J'ai vécu pendant 15 ans, j'étais un élu Il faut rural, en fait, député d'une région très rurale. La commune la plus importante était Louhans, capitale de la Bresse bourguignonne. Nous avons des concours célèbres de volailles de Bresse et les éleveurs étaient nos héros du quotidien. C'est-à-dire, en fait, on suivait la courbe du moral de cette région en fonction du moral des éleveurs de poulets de Bresse, qui est une production qui correspond à peu près à 1% de la production nationale. C'est très peu, mais c'est un poulet hors du commun, avec une chair extraordinaire. Je crois que c'est 24 semaines... d'évolution en liberté, à ne manger que les herbes et les insectes du cru, et avec un cahier des charges extrêmement rigoureux, qui fait que... Ouais, drastique même, c'est dur. Oui, très rigoureux, qui fait que finalement ça a mené à ce qu'on appelle les volailles fines, c'est-à-dire le chapon, la poularde, qui a fait la réputation de la Bresse. Goûter, on va voir si c'est à votre goût et si effectivement il y a du poulet dedans. Voilà. Là. Magnifique, hein? Du riz de veau, non? Magnifique. Moi, je crois que c'est du poulet. Ah bon? Monsieur Montebourg, poulet Oui. ou riz de veau? Attendez, je vais vous le dire. Pour moi... Brigitte dit... Moi, je dis poulet, non? Poulet. Poulet. Mince. Avec une petite sauce foie gras. C'est à votre goût, c'est comme ça que vous l'aimez aussi, parce que vous en avez... Alors, je préfère quand il y a plus de champignons. Oui. Donc la girole qui est sortie fin août, début septembre, parce que maintenant l'humidité est revenue, donc il n'y avait pas de champignons fin août, mais avec l'humidité, la girole est un champignon des forêts du Massif central, essentiellement. Et je me souviens avec ma grand-mère, on allait chercher les girolles dans les coins secrets. Elle nous disait « Ah,
Là, il y a un Tu regardes pas comment on y va, et c'était compliqué d'y aller parce qu'on se faufilait, il y avait des ruisseaux, il fallait remonter des rochers, redescendre derrière. Elle avait des endroits tous les ans, les girolles revenaient. Elle le cuisinait, le vol au vent, c'est un peu de là que ça vient, ce plat ? Il y a un élément familial, c'est pour ça que j'aime bien quand il y a beaucoup de champignons, et notamment les girolles qui sont goûteuses, surtout quand elles sortent de la cueillette, et évidemment le riz de veau ou le poulet, ou si on décide de mettre des moules comme... c'est bon les moules aussi. Comme, mais elle faisait la croustade aussi, parce que c'est compliqué, ça souvent, on l'achète toute faite. Non, on peut la faire, on l'a fait, ça donne une sorte d'enveloppe comme ça, comment dire, protectrice et en même temps qui donne le contraste. Question pointue, vous préférez le vol au vent ou la bouchée à la reine ? La bouchée à la reine est dans la même famille. Oui. Hein, c'est des cousins, c'est des cousines. Hein. Cousins-cousines. Bon, la bouchée à la reine est plus crémeuse qu'il y a de la béchamel. Il n'y a pas de béchamel dans le vol au vent ? Non, il n'y en a pas. Oui, non, mais il peut y avoir... béchamel. Moi, j'avais compris qu'on pouvait mettre de la béchamel dans le vol au vent. Ah non, mais surtout, c'est plus petit. Oui, mais la bouchée à la reine est tout à fait honorable. Donc, on est d'accord. Vous l'acceptez. Voilà. Vous savez cuisiner ce plat-là ? Pas du tout, pas du tout. Heureusement, je suis nul en cuisine, c'est un drame, mais c'est comme ça. Ah, c'est vrai. Donc mais alors, vous faites pas le marché non plus ? Ah bah, faire les courses n'a rien à voir à faire la cuisine. Je peux faire tout ce qui compte. Je peux faire la vaisselle, je peux faire tout un tas de choses, mais la cuisine, c'est un drame. Donc, je préfère laisser d'autres agir, mais je dois vous dire que ça m'empêche pas d'aller sur le marché, de faire les courses. Bref, voilà, la vie, quoi. C'est curieux parce que vous aimez, on sent, vous êtes gourmet, vous parlez de votre miel, vous parlez des vol au vent, et vous n'aimez pas mettre la main à la pâte. C'est pas ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé, c'était pas terrible. J'ai pas réussi. Vous n'avez pas persévéré. Voilà, je suis pas doué. Il n'y a pas un petit plat que vous savez faire quand même ? Allez. Je ne vais pas ajouter le ridicule à cette scène difficile pour moi, consiste à reconnaître que je suis nul en cuisine. Voilà, donc c'est fait. Alors, il y a quand même quelque chose d'étrange. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'agroalimentaire, finalement, après avoir été ministre ? Rien ne vous rapprochait de la nourriture ? D'abord, c'est une passion personnelle que j'ai pour l'agriculture. C'est-à-dire, en fait, la fonction nourricière de la société a quand même été abandonnée dans notre pays. On a laissé tomber tous ces gens qui travaillent dur, qui gagnent mal leur vie. Et donc, pour moi, qui était député d'une région agricole, j'ai vu finalement un plan, c'est l'équivalent des plans sociaux de la sidérurgie dans l'agriculture en 20 ans. Et voir des tas de gens abandonnés, parfois faire faillite, des drames humains. Guillaume Canet joue le rôle d'un agriculteur dans... Au nom de la terre, qui est un très beau film qui a été fait par Édouard Bergeon, qui lui-même est fils d'agriculteur, qui raconte l'histoire de son papa. C'est ce drame-là qu'on a laissé faire et qui a eu lieu en suicide dans l'agriculture. Mais pas que, mais c'est le drame de l'abandon de la fonction nourricière. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils pouvaient travailler gratuitement, c'était pas grave. Donc combien d'éleveurs ai-je rencontré qui disait « je brûle un billet de 200 € par semaine, c'est grâce à ma femme que mon couple tient encore debout, mon exploitation peut encore exploiter, hein, sinon on serait tous au RSA ». Et vous vous êtes dit « je relève le flambeau ». Non, je ne me suis pas dit ça, je me suis dit « on peut pas, il faut inventer des nouveaux modèles économiques ». Et fort de mon expérience d'ancien ministre de l'économie, j'ai beaucoup réfléchi sur la question du partage de la valeur, comment on crée la valeur, à qui elle profite. Et donc l'idée a consisté, et on l'a fait avec Bleu Blanc Rouge, consistait à dire le consommateur est prêt à participer à l'amélioration du revenu du producteur si il y a une opération, j'allais dire, d'équité, c'est une marque équitable, Blanc Ruche, où on partage la valeur et en contrepartie, l'agriculteur sert la société, ce qu'il fait. Donc c'est très simple, pour quelques dizaines de centimes, $1 sur le pot de miel, nous achetons, nous, auprès de nos apiculteurs, sur des contrats de moyen terme, pendant plusieurs années, donc avec une stabilité, une relation de dialogue qui est établie, une fidélité aussi à leurs exploitations apicoles, nous construisons une relation qui permet d'acheter alors l'année dernière on a acheté entre 5 et 15% plus cher que les prix de marché, et en contrepartie tous nos apiculteurs participent au repeuplement, c'est-à-dire qu'on finance la croissance de leur cheptel, de leur nombre de ruches. Donc alors je vous donne les chiffres, on a fédéré sous contrat 45 apiculteurs en France, dont 2 coopératives d'apiculteurs.
Nous avons contribué par nos apiculteurs bleu blanc ruche à installer 3555 ruches et nous avons acheté plus d'une centaine de tonnes à ce jour auprès d'eux. Donc nous honorons le travail de l'agriculteur. D'ailleurs, il y a le nom de l'apiculteur sur le pot parce que c'est son travail. Alors on va y revenir parce qu'on va parler des néonicotinoïdes aussi en dernière partie de l'émission. Heureusement, on peut ne pas que parler des fléaux, on peut aussi parler de la manière dont on peut reconstruire l'agriculture. Donc je l'ai fait ça dans le miel. Je l'ai fait en replantant des amandiers dans le On le verra ça tout à l'heure, Arnaud Montebourg. Et je l'ai fait également dans la glace. Dans la glace. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est des nouveaux modèles économiques. On partage la valeur avec l'agriculture. Alors, on va voir, parce que vous avez l'air de quand même bien vous y connaître. On passe au quiz. C'est quoi un quiz ? Vous allez voir. Alors vous avez l'air incollable. Vous parlez du miel comme si c'était votre bébé. Vous êtes Monsieur Miel de France. Alors, parmi ces 4 affirmations à propos du miel, laquelle est selon vous fausse ? Affirmation A, vous pouvez les voir sur l'écran, je crois. Le miel de sapin d'Alsace bénéficie d'une AOP. B, le miel de Narbonne désigne le miel de romarin. C, le miel de lavande est label rouge. Et les ruches de Paris font 2 fois plus de miel qu'à la campagne. Une de ces 4 affirmations concernant le miel est fausse. Laquelle, Arnaud Montebourg ? Le miel de lavande est label rouge. Oui. Ça, c'est faux, ça. Il est IGP. D'ailleurs, c'est le cas de nos miels de lavande. Alors, je suis bien embêté. C'est moi qui ai fait ce quiz. Il n'est pas label rouge, il est appellation d'origine contrôlée. Pour moi, c'est la réponse A. Le miel de sapin d'Alsace ne bénéficie pas d'une AOP. Ah, ça, je ne savais pas. Donc, je ne pouvais pas dire que c'était... Donc, il y a peut-être 2 erreurs. Non, on vérifiera tout à l'heure. Alors, autre quiz. L'histoire de la cuisine à travers les âges est jalonnée d'inventions. Il y a une innovation qui a révolutionné la cuisine moderne. Alors, de quoi s'agit-il ? A, du fil à ouvrir les huîtres. B, de la cocotte minute. C, de la cuisson sous vide. Et D, de l'induction. Alors, ce qu'a oublié de dire Brigitte, en 1970. C'est la cocotte minute. La révolution des années 70. Ah, on est en 53 pour la cocotte minute. Ah oui, vous me posez en plus une question. Oh, c'est quelle invention de 1970 a révolutionné la cuisine ? Ah, alors à mon avis, c'est la cuisson sous vide. Eh ouais, pas mal. Bien joué. La cuisine sous vide, effectivement. Georges Pralu, c'est précis, cuisinier qui cuisine à basse température et qui met les aliments sous vide, c'est ça ? Voilà. Mais sous votre contrôle. C'est ça, et maintenant c'est très utilisé par les nouveaux chefs qui cuisinent beaucoup sous vide parce que ça permet de faire des basses températures. Mais ce qui m'a surpris en constituant ce quiz, c'est que l'induction, on pense que c'est un truc moderne, vous savez, ces plaques vitrocéramiques. Oui, complètement. Eh bien, la première plaque à induction, elle date de 1908. C'est fou. Ouais, c'est vachement Alors après, bien. ça a été très amélioré. J'en reviens un peu à la cuisine, Arnaud Montebourg. Vous avez des influences, des origines normandes, algériennes. Alors, c'est quoi votre plat préféré qui pourrait un peu être la synthèse de toutes ces origines ? La synthèse ? C'est le couscous. Oui. Oui, on penche plutôt du côté d'Oran que des côtes oui, normandes. mais bon, écoutez, j'ai une mère qui a double nationalité, un grand-père qui est algérien. Voilà, on adore. C'était le plat familial quand on se retrouvait. C'était le grand chez plat, les c'est le plat quand on fait les grands événements, c'était ça. Voilà. Alors après, le lapin à la dijonnaise, c'était aussi une spécialité de mon père. Oui. Et puis après, évidemment, on a le gratin dauphinois et le bœuf bourguignon au vin de Bourgogne. Là, là aussi, pas mal, ça marque. Donc finalement, vous me demandez de choisir, mais moi je ne choisirais pas. C'est la France et les mélanges. De l'histoire de la géographie française, finalement, la cuisine. Effectivement. On m'a dit que la tête de veau, c'était aussi un de vos plats fétiches. C'est vrai ou pas ? Oui, alors la tête de veau, pendant longtemps, j'allais à Louhan. Alors, les éleveurs, quand ils vont vendre leurs animaux, et ils mangent la tête de veau à 6h30, 7h. Un coup de blanc, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une tête de veau chez Alex à Louhan, que je n'ai jamais abandonnée. Et j'ai réussi à en trouver une qui est compétitive. Ah. C'est celle de Monsieur Ducasse. Ah oui. Ah. Voilà. Et j'ai mis du temps, j'ai mis 20 ans avant de la trouver à Paris, celle-là. Parce qu'ils ne savent pas faire la tête de veau. Eh bien, Ducasse, il sait la faire. Ça amène une question. J'ai l'impression, quand vous parlez de nourriture comme ça, là, avec beaucoup les yeux qui brillent, vous êtes quand même plutôt un peu ripaille plutôt que gastronomie. Vous êtes plutôt bistrot du coin où on mange un truc au bar qu'une table étoilée. Traditionnelle, quoi. Écoutez...
je suis de mes racines, comme vous tous, nous tous, finalement. Bon, donc moi, j'avais un grand-père qui était boucher charcutier, c'est côté Montebourg, Henri Montebourg, qui était garçon boucher, puis il a racheté... Il était commis, il a commencé comme ça, et puis il a racheté la boutique, l'affaire, puis il l'a développée. Ses enfants ont pris la suite. Mon père n'a pas voulu faire la boucherie, mais mon oncle et ma tante ont repris. Donc c'était deux couples qui reprenaient la boucherie Montebourg en face de la gare à Autun, en Saône-et-Loire. Voilà. Puis après, je suis devenu... Boucherie célèbre dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en 1952, puisqu'on est dans les souvenirs, en 1952, j'ai le souvenir qu'il y avait une publicité que j'ai retrouvée quand je suis devenu président du département de Saône-et-Loire, et il y a des gens qui se souvenaient que le doyen de l'Assemblée m'a dit « Mais j'ai vendu des vaches à ton grand-père ». Ah bon, d'accord. Et il a sorti une vieille publicité de 1952 où c'était, puisque à l'époque... Il y avait la boucherie sans eau, attention déjà. C'était la Rosette Montebourg, puisque mon grand-père faisait la Rosette. Et qui était excellente, la Rosette Montebourg, le régal de toujours. Donc on avait des slogans comme ça qui ont poursuivi l'histoire familiale. Alors quand j'étais enfant, c'est vrai, je partais dans ma famille paternelle, on faisait le commis. J'ai fait le commis 2 étés, je me souviens, je devais avoir 10-11 ans, où j'accompagnais mon oncle à faire ses andouillettes. C'est pas lyonnais, la Rosette? C'est pas lyonnais, la Rosette? Ah, on n'est pas loin quand même. Le Morvan, enfin tout ça. Oui, c'est le coin. Tradition, il y a un côté Chirac un peu chez vous, bon vivant. Pour faire de la politique, il faut aimer manger comme ça? Je ne pense pas avoir l'estomac de M. Chirac, qui a quand même des antécédents, une démonstration puissante sur le sujet. Donc je ne crois pas je crois qu'il est très fort. Ok. Voilà. En France, le déjeuner, on le sait, occupe une large part, et notamment en politique. Alors, on va passer tout de suite à la brève de comptoir. Alors Arnaud Montebourg, on vous a demandé de réfléchir à un souvenir que vous pourriez avoir autour d'un repas en politique. Est-ce qu'il y a une idée qui vous est revenue? Écoutez, tous les ans, quand j'étais député de la Bresse, tous les ans, on se réunissait à Frangy-en-Bresse. Ah oui, Frangy. Et on mangeait le poulet. Voilà. Et le poulet, il fallait le faire cuire. Alors au début, on était 50, dans les années tout début, puis à la fin, on était parfois 2000. Donc il fallait faire 800 poulets. 800 poulets. Et puis quand le gaz, il n'y en a plus, quand l'électricité tombe en panne parce qu'il y a trop de monde, on ne savait plus comment faire le poulet. Donc on a des souvenirs comme ça à Frangy-en-Bresse où en fait c'est des fondateurs de la fête avec Pierre Jox qui s'étaient mis au fourneau, dont un était restaurateur et qui commandait à toute la troupe, et il y avait 40 personnes pour faire tourner les fourneaux et donner à manger à 800 convives qui payaient un repas, qui payaient bien, et ce qui nous permettait d'avoir... Donc il fallait quand même leur fournir... C'est avec ça qu'on finançait nos campagnes électorales, avec le poulet de... C'est pas de l'argent sale, au moins. Ah ben c'est de l'argent goûteux. Oui. Hein. C'est de l'argent AOC, parce que le poulet de Bresse, c'est une grande appellation d'origine contrôlée. Allez, on va parler un peu politique. On passe à la deuxième partie de cette émission. On va mettre les pieds dans le plat. Dans les pieds dans le plat, vous nous direz ce que vous pensez du plan de relance du gouvernement. 100 milliards, ça compte pour du beurre. Et pourtant, vous semblez douter d'une telle somme puisse être injectée dans l'économie. Vous avez d'ailleurs vous-même présenté votre plan de relance. Vous avancerez vos pistes pour sortir de la crise. Et la crise sanitaire oblige à repenser notre souveraineté dans plusieurs domaines, économiques, alimentaires. Quel modèle faut-il adopter, Arnaud Montebourg? Comment faire face à la concurrence des autres pays qui produisent moins cher que nous? C'est ça le problème. Et pour poursuivre ce repas, nous accueillons 2 nouvelles convives. Nathalie Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique au groupe EBRA. Et Stéphane Vernet, bonjour Stéphane. Vous êtes directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. Arnaud Montebourg, vous avez toujours défendu le Made in France quand vous étiez ministre, et puis maintenant avec votre nouvelle activité. On est dans une crise sanitaire sans précédent où le Made in France est au cœur de l'actualité et la réindustrialisation. Est-ce que finalement vous avez eu raison trop tôt? Moi, je ne sais pas, parce que d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont eu cette conscience il y a longtemps. Vous avez été un des premiers politiques à la porter quand même. On a essayé de faire une politique du Made in France. Mais pour moi, c'est d'abord un mouvement dans la société où les consommateurs votent avec leur carte bleue et font attention. Ils ne votent pas chinois, ils ne votent pas allemand, ils décident de voter français. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience entre le prix qu'on doit accepter
et le modèle qui est derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des PME près de chez soi, du travail pour ses enfants, des PME dans les territoires, des lois sociales de bonne qualité, des lois environnementales d'avant-garde. Voilà, en gros, c'est ça. Et la mondialisation a eu pour conséquence, finalement, d'exporter tout ça. C'est-à-dire, on se débarrasse, on fait travailler des gens sans qu'on le voit, qui sont des esclaves, qu'on a mis en concurrence avec nos usines. Bon, la conséquence, on sait qui a gagné. On a perdu nos usines. Puis maintenant, on a des lois environnementales plutôt d'avant-garde en France. Mais en vérité, comme on ne veut pas assumer ce qu'est le système productif, on apporte des produits qui sont pleins de pollution, finalement, derrière. Est-ce que c'est irréversible comme mouvement? Est-ce que le monde d'après, puisqu'on parle beaucoup du monde d'après, il sera radicalement différent du monde d'avant? Ou est-ce que finalement, on est simplement dans une bulle et on reviendra finalement au monde d'avant avec la mondialisation? C'est un débat très important que vous posez là, une question à laquelle personne n'a de réponse prédictive. Mais mon analyse... on a fait la mondialisation il y a seulement 20 ans. Avant, elle n'existait pas. Elle a été faite par des gouvernements qui ont abaissé les droits de douane pour permettre les échanges et mettre en compétition les modèles économiques. Et la naissance du prix mondial, c'est ça la mondialisation. Il y a un prix mondial, tout le monde s'aligne. Donc ceux qui ne suivent pas, ils meurent. Et on déplace les productions là où c'est le plus compétitif, c'est-à-dire là où il y a le moins de social, le moins d'environnemental, et là où il y a le plus de profit pour les actionnaires. Bon, mais ça, c'est la mondialisation sauvage, la mondialisation. C'est ça. Existait, hein. Vasco de Gama, il allait chercher ses épices à l'autre bout du monde. Vasco de Gama n'a rien à voir avec ça. Mais pour une raison simple. Les échanges mondiaux, ils ont toujours existé. Mais non. Quand elle est sauvage qu'elle est... Mais la mondialisation telle qu'on l'entend aujourd'hui n'a rien à voir avec Vasco de Gama. Les échanges ont toujours existé. La circulation des idées, des hommes, ont toujours existé, avec plus ou moins d'intensité. Mais là, vous avez 500 millions de containers sur les bateaux. Un bateau peut transporter l'équivalent du PIB du Togo. Un seul bateau, le plus gros porte-container. Donc on est arrivé à des niveaux d'excès et d'absence de règles. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, les peuples ont décidé de rétrécir le monde. Donc vous avez eu M. Johnson qui a été élu, M. Trump qui a été élu et qui résiste bien malgré ce qu'il est. Nous, en France, on doit retrouver cette souveraineté. Attendez, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de retrouver les moyens de notre liberté. La souveraineté, c'est une conquête de la Révolution française. C'est le fait d'avoir arraché à des gens qui avaient l'arbitraire les rois pour le redonner à ceux, au plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le fait de décider ce qu'on veut faire. Donc quand vous n'avez plus vos médicaments, vous êtes obligé d'être rationné en Doliprane, parce qu'on a laissé les majors de la pharmacie délocalisés. Quand vous tuez des gens parce que vous n'avez plus de respirateurs, plus de curares pour les anesthésies, plus de masques pour protéger les soignants, quand vous en êtes là, c'est que vous avez été imprévoyant, incompétent, et que vous avez considéré qu'on s'en fichait de tout ça. On a laissé le pouvoir au directeur d'achat des hôpitaux. Je prends l'exemple le plus fort, mais sur l'alimentation, c'est pareil. Qu'on importe 65% de nos fruits et légumes, il y a quand même un scandale quand on voit où en sont nos paysans dans ce pays. Ils jettent des pommes. Écoutez, c'est donc bien que toute cette classe dirigeante de gauche et de droite, et ça va j'allais dire, de M. Hollande, M. Chirac à M. Macron. Hein. C'est pas du tout un propos politicien de ma part. C'est la classe dirigeante française qui a mondialisé le pays. Nous sommes le pays le plus ouvert de l'Union européenne, dans le continent le plus ouvert du monde. Mais si les conséquences sont dramatiques pour notre liberté. Si elle n'exportait pas. Et évidemment, elle importe aussi. On est dans une économie qui est ouverte aussi. On ne peut pas être complètement replié sur nous-mêmes. Si on n'exportait pas, on s'en sortirait quand même moins bien. Ça, c'est le marronnier qu'on entend tout le temps. Si on est c'est contre... une bonne question. Mais j'ai pas dit que c'est une mauvaise question. Puisque tout le monde l'apprend. Merci Jean-Pierre. Non, mais j'ai pas dit que c'est une mauvaise question, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Ça s'appelle un marronnier, un poncif. C'est aussi une vérité. Non, c'est pas une vérité, parce donc on arrête d'exporter. J'ai pas terminé, donc je vais essayer de finir. Quand vous êtes contre la mondialisation sans règles, vous êtes pour le repli sur soi. C'est ce qu'on entend. Donc vous êtes le péniste. Voilà. C'est ce que disent les trois quarts de vos collègues. Mais c'est à peu près ce qu'on entend. Non. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors qu'il faut faire une analyse que M. Védrine avait fait dans un rapport de 2007 à la demande du président Sarkozy, il fait un rapport sur la mondialisation. Il avait dit tous les pays se protègent et tous les pays ont une part d'ouverture. Part d'ouverture de protection. Nous, on n'a pas de protection.
et on n'a que de l'ouverture. Donc on est dans un excès à notre propre détriment. C'est cet équilibre-là qu'il faut maintenant travailler et rechercher. Je comprends bien. En fait, l'idée, c'est mettre fin à une mondialisation prédatrice. Est-ce que c'est ce à quoi on est en train d'assister? Et est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de mettre un terme à cette prédation dans cette forme-là de mondialisation? Est-ce que, par exemple, les moyens qui sont mis par la France et l'Europe dans le plan de relance, ils sont mis au bon endroit et ils permettront d'arriver à ce résultat que vous appelez? Alors, 2 questions. Est-ce qu'on s'en donne les moyens? On peut le faire. Tous les pays se protègent. D'ailleurs, la taxe carbone, c'est fait pour ça. Ça fait 10 ans qu'on en parle, on ne la fait pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant? Je ne le crois pas. Pour une raison simple, c'est que l'Union européenne est dirigée par l'Allemagne, elle-même dirigée par l'industrie automobile allemande. Et l'industrie automobile allemande, elle dit, moi je veux vendre aux États-Unis et en Chine, elle applique votre principe, et donc on ne ferme rien. Mais ce n'est pas notre intérêt, l'industrie automobile allemande. Et l'Europe ne doit pas battre à l'unisson des vibrations de l'industrie automobile allemande. Nous avons d'autres intérêts à défendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la question va devoir être posée avec tous les pays qui ont subi des dégâts considérables, et ils sont très nombreux dans le continent européen, par rapport aux abus que représentent les 2 empires qui commencent à devenir nos oppresseurs, peu à peu. Les États-Unis d'Amérique, qui ne sont plus nos alliés, on le sait maintenant, et la Chine. Et donc, cette protection-là, Madame van der Leyen commence à en parler. Madame la commissaire européenne à la concurrence, également. La question du démantèlement des GAFA est une question qui doit être sur l'agenda européen et mondial. C'est le cas aujourd'hui. Ce sont les Américains qui ont ouvert des procédures antitrust, 50 procureurs des États, contre les GAFA. Mais nous, pour l'instant, on a fait une petite taxe qui est rien du tout. D'ailleurs, c'est moi qui avais déposé la plainte quand j'étais au gouvernement avec mon homologue, le vice-chancelier d'Allemagne, qui était ministre de l'économie, et ça aboutit à une amende de quelques milliards, c'est rien du tout. Le sujet, c'est quand est-ce qu'on a nos GAFA, on les construit, on a les experts pour ça, on a les ressources pour ça, on a l'argent pour ça, on peut décider de le faire. Et donc, ça suppose, pour ça, qu'on casse le modèle économique des GAFA. Et ça suppose des décisions politiques très courageuses. À l'échelle européenne ou à l'échelle de la France? Les deux, ça va être un sujet à la fois pour États membres et pour l'Union européenne. Et le discours aujourd'hui, c'est quand même de dire l'argent qui est mis sur la table par l'Union européenne dans le cadre des plans de relance européens, dont 40 milliards pour la France, sera financé non pas sur la contribution des États, mais sur le fait que l'Europe va vraiment taxer les GAFA en les obligeant à payer leurs impôts, va instaurer des taxes, notamment carbone, sociales, à l'entrée des frontières de l'Union européenne contre les produits qui ne respectent pas nos standards. Est-ce que pour vous, c'est une réalité, ça va dans le bon sens, ou on est juste dans du discours et ça ne se fera pas? Parce que c'est ce que vous êtes un peu en train de nous dire. Ça, c'est le discour, mais c'est pas dans l'accord. Vous n'y croyez pas? Mais c'est pas dans l'accord. Il n'y a pas d'accord sur les ressources propres. Pour l'instant, il n'y a pas de ressources propres. Donc nous, on va devoir... Il y a une volonté. Il va falloir qu'on trouve 350 milliards. Pour l'instant, on ne sait pas comment. Ce sont des incantations. Non, ce n'est pas dans l'accord. Ils n'ont pas voulu le signer. Donc, on n'a pas. Donc, pour l'instant, on aura des plans d'austérité pour rembourser le plan de relance, premièrement. Donc, parce qu'il va bien falloir lever des impôts pour rembourser cette dette, même si elle est mutuelle. Il n'empêche que c'est une dette qu'il faudra rembourser. Or, la seule ressource de l'Union européenne, c'est les États membres, pour l'instant. Est-ce que ça va changer? Il faut se battre. Et ça va être une bataille furieuse, évidemment, puisque vous avez des États qui sont centrifuges, qui veulent pas jouer le jeu de l'unité européenne. C'est le cas de la Hollande, par exemple, qui est la Nouvelle-Angleterre, si j'ose dire, après le départ des Anglais. Alors, sur la question du plan de relance, le plan de relance, j'ai fait un travail tout à fait intéressant. C'était pour ma culture personnelle, mais aussi pour éclairer, finalement, un ancien ministre de l'économie a des choses à dire aux citoyens. Les 296 pages du plan de relance. J'ai fait 2 colonnes. Les dépenses opérationnelles, tout de suite, là, et les dépenses plus tard. Quoi. Plus tard. Bon. Les dépenses qui sont pour plus tard, c'est celles qui sont sous instruction administrative, enquête publique, appel d'offres, appel à manifestation d'intérêt et toute la bureaucratie et la technocratie qui contrôle finalement l'usage d'argent public. Et vos conclusions? Sur les 100 milliards, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des très bons programmes, il y a de très bonnes choses dans le plan de relance. C'est des choses qu'on attendait depuis très longtemps. Mais on n'en verra pas la couleur avant 3-4 ans. Bon. Il reste 40 milliards. 60 milliards sont sont encalminés dans la bureaucratie du pays. En revanche, il reste 40 milliards. Dans les 40 milliards, vous avez 20 milliards qui sont des baisses d'impôts de production,
sans aucun effet de levier. Pour 2 C'est-à-dire ans. qu'en fait, moi par exemple, chez Bleu Blanc Ruche, nous avons fait 415 000 € de chiffre d'affaires la première année pleine l'année dernière, et nous payons 2200 € d'impôts de production. Donc on va nous baisser les impôts de production, c'est très bien, mais ça me fait une belle jambe. Sans aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Et d'ailleurs, les entreprises à qui ça va bénéficier, c'est seulement les 285 les plus grosses. Mais à celles-là, vous pouvez leur demander des choses. Vous prenez les 290... Moi, je suis pour qu'on prenne les 1000 premières boîtes françaises, par taille, par chiffre d'affaires, qu'on leur dise, maintenant, vous relocalisez, en contrepartie, on supprime les impôts de production. Mais vous faites C'est vrai, signer ça. mais vous relocalisez vos sous-traitants, vos achats, vos lignes de production vous-même, ce que vous faites vous-même, ce que vous Oui, faites mais faire. même en baissant de 10 milliards, 2 fois 10 milliards, 20 milliards les impôts de production, on aura toujours des coûts de production qui seront plus élevés que Je crois ceux des pas. pays de l'Est Je ne crois où pas. on D'abord, délocalise. C'est un chèque je en voudrais blanc. tempérer cette analyse anti-française, consiste à dire qu'on est nul. J'en ai marre d'entendre ça. La France, c'est génial. Je vais vous dire, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, dans notre pays, aujourd'hui, vous avez des lignes de production qui s'installent avec de la robotique. La robotique, qu'elle soit à Shanghai ou qu'elle soit à Vesoul, c'est la même. Voilà. Et les coûts de production ne sont pas pires. Je dirais même qu'il y a même des avantages. L'énergie est beaucoup moins chère qu'ailleurs. Elle est beaucoup moins chère que dans de nombreux pays du monde. Donc, nous devons défendre notre politique. Donc, regardez l'exemple japonais. Moi, je dis, le bon gouvernement dans les plans de relance, c'est le gouvernement japonais. Peu connu des Français, mais intéressant. Qu'est-ce qu'il fait mieux que nous? Les Japonais. Non, mais qu'est-ce qu'ils font mieux que nous? Et je vais vous dire, ils ont fait une chose, ils ont dit, voilà, nous mettons 2 milliards sur la table et on paye toutes les relocalisations, fermeture d'usines en Chine et retour sur le sol national japonais et on paye les 3/4 de l'investissement. Ça coûte cher de fermer une usine et d'en rouvrir une. Parce qu'il faut, faut le foncier, il faut réembaucher, ça coûte un bras, excusez-moi l'expression. Et donc, il faut... le gouvernement japonais dit, moi je paye les 3/4. PME, grand groupe, peu importe quoi. Il n'y a pas le secteur, est-ce que le préfet est d'accord, est-ce que le président de région est d'accord. Non, c'est allez-y. Il y a eu, j'ai regardé sur le site du MITI, qui est le grand ministère de l'économie et de l'industrie japonais, qui est en gros une sorte de cabinet de guerre un peu. Hein. Ils ont eu 1674 projets pour 14 milliards d'investissements. Mais imaginez qu'ils relocalisent Toyota à Valenciennes, vous n'allez pas faire un peu... Et Non, mais c'est la Bridgestone, Chine qui est concernée. non, mais C'est la Bridgestone, Chine par qui est exemple. Oui, non, mais la Chine et Bridgestone, on prend les Toyota, pneus. ils sont en France. Attendez. Non, mais C'est si la on relocalise- cette politique-là, c'est la Bridgestone politique de la Chine. C'est-à-dire que la Chine, Japon, c'est juste à côté, et ils sont allés chercher les coûts de production. Je rappelle que l'usine Toyota est considérée de Valenciennes est considérée par les Japonais comme une des plus rentables du monde pour Toyota. Donc il n'y a pas de sujet sur Toyota. Il y a un sujet sur les pneus. Bridgestone. Sur les pneus. Alors dites-nous. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce que l'Europe a fait pour empêcher l'invasion des pneus chinois sur le marché européen? Strictement rien. Qu'est-ce qu'a fait M. Obama? Et ça, c'était pas Trump. C'était déjà Obama. Il a mis des taxes de 80% sur l'importation de pneus chinois qui font du dumping. Conséquence, ils ont gardé leurs usines de pneus. Nous, on a fermé des usines Michelin, on a fermé Goodyear, on a fermé Continental, on a fermé Bridgestone. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les Chinois nous vendent des pneus, d'ailleurs pas terribles, à des prix défiant toute concurrence, qui ont tué nos usines. Donc il ne faut pas s'étonner, puisqu'on laisse faire, qu'on se retrouve dans cette situation. Oui, sauf Donc que- là, on n'a pas les dirigeants qu'il nous faut. Les- Vous voyez ce que je veux dire? Donc le protectionnisme, c'est quoi? Et il faut en être fier, parce que les Américains le font, les Chinois le font. Vous avez essayé d'aller prendre des marchés. Vous croyez que je peux exporter mon miel en Chine? Vous savez ce qu'ils nous demandent? Hein? Des conditions sanitaires. J'ai même attaqué devant le MEDEF l'ambassadeur de Chine. Pourquoi? Parce que eux, ils nous exportent du miel mélangé à du sucre. On dit rien. On est les naïfs de la mondialisation. Sauf que maintenant, il y a des On ne dit rien, c'est pas- monsieur. ça, c'est pas- On ne dit rien. Non, c'est pas Non, vrai. on le sait, Le miel avec du glucose, il y en a moins. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas d'interdiction. C'est ça, on ne dit rien. Vous savez, mais le Français, quand il achète son miel, il ne sait Oui, mais pas. au prix du coin, il y a- Donc Regardez on ne dit l'étiquette. rien. On laisse faire, comme d'habitude. Alors, Nathalie- Mais moi, je ne peux pas exporter mon Ouais, miel ça, c'est pur et vrai. naturel. Pourquoi? Parce que en France, paraît-il, il y a une maladie qui toucherait... Non, mais ils sont très forts pour ça, Ah les mais non, Chinois. mais ils sont très forts. Mais nous, on est quoi alors, nous, s'ils sont très forts? On est nuls. C'est ça qu'il faut déduire de votre phrase. Bah, vous l'avez dit. Arnaud Montebourg, vous dites... Non, on mais n'a quand pas- même, Je il ne y a l'ai des pas dit. limites. Je ne l'ai pas dit. Vous dites Oui, on mais n'a vous le pas pensez, les- en fait. Et nous On est avons... des bébés, j'aurais dit, moi. Plutôt on que est des nuls. On est des idiots.
Vous dites qu'on est des idiots, qu'on n'a naïfs. pas les dirigeants qu'il faut, qu'il faudrait faire ci et pas ça. Et en même temps, vous avez totalement changé de vie et vous ne voulez plus justement vous impliquer dans la vie politique. Attendez, Est-ce qu'il n'y a pas une... Je suis à votre émission pour répondre à des questions, je donne ce que je pense. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes une vigie ou parce que vous avez été aux manettes, Écoutez, Nathalie je ne suis pas a venu raison. pour parler de moi, je suis venu pour parler alimentation, Sauf que agriculture, vous avez dit tout à nourriture. l'heure, le rôle de l'ancien ministre de l'économie, c'est de dire les choses dites voilà, aujourd'hui. Voilà, je vous ai répondu. En fait, Mais vous dites, quand je on donne est mon aux point de vue manettes- parce que vous avez l'obligeance et franchement et la délicatesse Parce de que me le vous avez une demander. expertise aussi. Je vous en remercie. Donc je vous donne mon point de vue brut de décoffrage. Hein. Je suis désolé. Mais est-ce que vous dites Pardon, quand on vous est aux froissez. manettes, parce que vous avez été au ministère du redressement productif, quand on est aux manettes, finalement, on ne peut pas faire changer les choses. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je pense par exemple à la loi Florange. Aujourd'hui, Bridgestone est en train de fermer. Alors bon, il y a ce seuil de 1000 salariés, effectivement, qui n'est pas rempli. Mais on a l'impression que l'État est presque impuissant. Enfin, excusez-moi, Florange, nous aurions pu sauver Florange. J'avais fait une proposition de nationalisation. Ça aurait très bien pu être possible si tout le monde était d'accord. La droite était d'accord, la gauche était d'accord, avec deux personnes qui n'étaient pas d'accord, le Premier ministre et le Président de la République de l'époque. Donc, voilà, en fait, on n'a pas les présidents qu'il nous faut, c'est tout. Il suffirait juste de dire, écoutez, excusez-moi, mais là, on ne va pas se laisser mener par le bout du nez par M. Mittal, qui, je le rappelle, a fait une OPA hostile sur Arcelor, qui était le leader. Bridgestone, on nationalise? Non, Bridgestone, il n'y a rien à nationaliser, on perd nos pneus. Il faut mettre des taxes sur les pneus chinois. D'accord. C'est ça qu'il faut faire. Et on retrouvera nos usines, nos capacités de production, c'est tout. Une réflexion. Il faut faire ce que font les Américains. C'est pas très compliqué. Les Américains, c'est pas des méchants mélanchonistes. Hein. M. Obama et M. Trump sont à peu près d'accord sur la politique protectionniste. C'est ça qu'il faut comprendre. Juste une dernière chose sur Bridgestone. Votre exemple japonais, il est très intéressant. Le Japon qui paye pour relocaliser les usines qui sont parties en Chine. Mais la problématique aussi de Bridgestone qui ferme en France, c'est que le groupe a investi dans des usines en Pologne et en Hongrie. Cette politique-là qui consisterait à dire on est prêt à payer pour relocaliser des choses en France, est-ce que c'est possible au sein de l'Union européenne? Parce qu'évidemment, quand vos propres concurrents sont à l'intérieur de l'Union, l'Europe ne va pas être d'accord. Peut-être pourrais-je nuancer votre objection justifiée en disant, quand vous avez une pression mondiale sur les prix, quand vous voulez rester en Europe, parce que vous avez besoin, il y a des constructeurs automobiles en Europe, donc on a besoin de pneus. Les faire venir de loin, c'est difficile. Il y a que les Chinois qui savent faire ça. Et donc les constructeurs, les équipementiers, que sont les fabricants de pneumatiques, ont besoin d'être près des usines des assembleurs. Bon. Donc ils cherchent, à cause de la pression exercée mondiale sur les prix, et notamment de la mondialisation asiatique et chinoise, eh bien, ils cherchent les zones de basse pression sur les coûts dans l'Union européenne. Donc ils migrent. Voilà. Et ils sont en plus financés par l'Union européenne, d'après ce que j'ai compris. Quand est-ce qu'on arrivera enfin à harmoniser les choses à l'intérieur de l'Europe? Je dirais que la question, elle est d'abord extérieure. Si on se protège de l'extérieur, vous aurez moins ce type de... Je ne dirais pas que ça disparaîtra, mais en tout cas, vous n'avez pas d'intérêt à déménager une usine. Ça coûte très cher. Donc si vous le faites, c'est parce que vous voulez survivre. Vous n'avez pas d'autre solution, parce que vous êtes attaqué par la concurrence déloyale mondiale. Vous appelez à des nouvelles règles européennes, vous? Extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. Ouais. Hein, ça, c'est européenne. C'est le premier point. Alors, votre autre question concerne la façon dont les relocalisations peuvent se faire. Ça, c'est un outil de la puissance. Quand vous avez des grands groupes, comme les nôtres, qui sont mondiaux, qui doivent tout à la France, vous pouvez leur demander des choses. Quand vous n'en avez pas, c'est très difficile. Par exemple, la Belgique leur demander quoi, par exemple, quand leur dire, écoutez, voilà, moi je vous baisse des impôts, mais en contrepartie, voilà. oui, mais en contrepartie, eh bien, vous allez faire vos achats en France. Dans les 40 premières entreprises françaises, il y a seulement 16% de leurs achats qui sont faits sur la plaque France. C'est très peu. Vous allez en Allemagne, c'est beaucoup plus. Vous allez au Japon, n'en parlons même pas. Je ne vous parle même pas des Chinois. Donc, si vous voulez, on a besoin de patriotisme économique dans les grandes entreprises. Et donc ça suppose une grosse négociation. Donc c'est pas très compliqué ça à faire, vous voyez. Les marchés publics, c'est 100 milliards par an. C'est ça. Marchés publics, il n'y a que nous qui offrons aux Chinois la possibilité de faire le Grand Paris. Non, mais ça vous parlez de patriotisme. Quand vous voyez cet accord que nous. Allez en Chine, vous allez voir. Avec Suez et Veolia, est-ce que vous vous dites c'est bien, on va créer un grand champion français ou pas? Vous parlez du démantèlement de Suez. Mais on en a deux de champions, donc on en supprime un. On en a deux qui ont 5% du marché mondial, l'un et l'autre. Donc on en supprime un. Mais 1 + 1,
Ça ne fait pas 2. Non, mais ça fait Ça fera certainement 1. Ça fait 1 qui peut valoir 2. La question, c'est qu'il y a 90 000 emplois chez Suez. On va couper ça en rondelles. Donc il y aura de la casse sociale au bout? Pour moi, c'est inévitable. Pour moi, c'est une grave faute. Et l'État est responsable, puisqu'ils ont laissé faire, ils ont même encouragé. Bon. Alors, l'État est actionnaire minoritaire. Hein. De quoi? De Engie. Il n'est pas minoritaire, c'est le premier actionnaire. Oui, mais à 22%. Et alors? Et bah, du coup, il n'a pas 50%. Il n'est pas décisionnaire à lui tout seul. C'est lui qui a nommé Clamadieu pour faire ça. C'est lui qui a nommé Clamadieu pour faire ça. Voilà. Et surtout, quand l'Élysée appelle des administrateurs pour qu'ils votent en faisant semblant que l'État va voter contre. Excusez-moi. L'histoire ne le dit pas. L'histoire, elle le dit. C'est dans tous les journaux. Donc, moi, ce que je sais. C'est un journal comme le vôtre. Il vaut bien le vôtre. Oui, non. Mais bon. Et au moins, ils font des enquêtes. L'Élysée n'a pas. Donc, moi, je pourrais dire quand même que pour moi, c'est une affaire extrêmement grave. C'est un démantèlement d'une entreprise saine. Veolia n'a pas besoin de ça pour se développer. Et surtout, on est plus fort quand on a 2 champions mondiaux que quand on n'a qu'un. Donc, vous allez voir les dégâts maintenant sur les territoires. Et puis, par ailleurs, on n'a pas besoin de monopole. Ça pourrait faire monter le prix de l'eau chez les. On a surtout besoin d'investisseurs qui refont tous les tuyaux de sous-sol qui ont presque un siècle. Donc, il va falloir les refaire. Et donc, on a besoin d'avoir un peu de concurrence et des capacités d'investissement de part et d'autre. Ce ne sera plus le cas. Merci Nathalie Moret d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Vernet. Le temps presse, on va bientôt passer au dessert. Il nous sera servi dans quelques instants. On passe à la 3e partie maintenant de cette émission et c'est le dessous des plats. Alors Nicolas Hulot, Yannick Jadot sont scandalisés, même au sein de La République En Marche, cela a provoqué des tirages. Le retour des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves sucrières. Le Parlement a en effet voté mardi le projet de loi autorisant une dérogation à l'utilisation de ce pesticide, dit, et ça vous intéresse, tueur d'abeilles. Reportage de Clément Méric et Rahabi Ka au pays des betteraves, dans l'Aube. Donc voilà, j'ai arraché des betteraves dites avec de la jaunisse par rapport à des betteraves qui sont saines. D'accord. À Arcis-sur-Aube, le puceron a frappé l'exploitation d'Alain Carré. Au printemps, il a utilisé les 2 insecticides censés remplacer les néonicotinoïdes, sans résultat. La conséquence directe, c'est les tubercules, quoi. Ouais. Alors, donc les racines, il n'y a pas photo, quoi. C'est entre 30 à 40% de perte de rendement. Il y a quelques jours, Grégory Besson-Moreau a défendu avec succès dans l'hémicycle le retour des néonicotinoïdes pour les seuls producteurs de betteraves. Mais le rapporteur du projet de loi met en garde cet agriculteur. Ce projet de loi, ce n'est pas un chèque en blanc non plus. On a eu du temps pour arrêter les néonicotinoïdes. Peut-être qu'il y a eu un manque de travail de la part de la filière en règle générale. La dérogation doit durer 3 ans. De quoi offrir un peu d'oxygène à toute une filière déjà fragilisée par la fin des quotas européens. Car au-delà des champs, il y a des usines, comme cette sucrerie distillerie, la plus importante de France. Elle dépend de la production de betteraves de la région. Pour être un bon équilibre, cette sucrerie distillerie doit tourner 120 jours par an. Et cette année, elle va tourner environ 90 jours. On peut tenir là parce qu'on a serré aussi tous les boulons, mais c'est pas tenable plus de 2 ans. Ouais. La coopérative propriétaire de ce site a déjà fermé 2 sucreries l'an dernier. En tout, 46 000 emplois sont en jeu en France. Mais dans la balance, il y a aussi l'environnement, car les néonicotinoïdes ne tuent pas que les pucerons, toute la biodiversité est menacée. Un argument que les écologistes de l'Aube ont du mal à faire entendre. Il faut dire qu'ici, la betterave fait vivre beaucoup de monde. Le débat... On a l'impression que tout va bien, que les néonicotinoïdes sont formidables. Non. Je rappelle quand même que 80% des insectes ont disparu en Europe ces 30 dernières années. Nous, notre inquiétude, c'est qu'on déroge une nouvelle fois à la loi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Les néonicotinoïdes, également surnommés tueurs d'abeilles, ont fait augmenter leur mortalité de 5 à 20% ces 2 dernières décennies. Et la production de miel a été divisée par 2. Arnaud Montebourg, est-ce que vous auriez voté, vous, cette réintroduction des insecticides dans la betterave sucrière pour sauver la filière, finalement? Non, certainement pas. Insecticide, c'est néonicotinoïde. La formule chimique est extrêmement dévastatrice. Il y a eu, il y a une dizaine d'années, une étude de l'INRA
qui a installé sur 655 butineuses, des abeilles, une puce de micro-identification, ce qu'on appelle les puces RFID. C'est une étude très célèbre dans le monde, et particulièrement dans le monde apicole, qui a observé ce qui se passait lorsque les abeilles allaient butiner sur des colzas qui étaient protégés par des néonicotinoïdes. Ça les rendait dingues, c'est ce qu'on appelle le vol de retour. L'étude s'appelle le vol de retour. Elles ne revenaient pas, il n'y avait pas de retour. C'est-à-dire qu'elles étaient désorientées et, ne reviennent pas à la ruche, quoi. Et elles meurent. Elles perdent la boussole interne? Oui, c'est-à-dire qu'elles sont perdues. Donc on sait tout ça depuis 10 ans. Donc le gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir a procédé aux interdictions de 3 sur 5, puis un gouvernement suivant 5 sur 5. Et là, on revient dans certains secteurs à... Il y a une alternative à ça. Vous, bah, vous qui êtes en attaché vérité, à la souveraineté alimentaire, est-ce que ce n'est pas notre filière du sucre mais en vérité, qui était en danger? vous voyez bien qu'il y a un dilemme, parce que en fait, si on perd des rendements si on perd tous nos rendements sur la betterave, il y a les usines derrière qui oui, puis il faut aller importer du sucre polonais qui a été nourri aussi aux insecticides. Je vais vous dire, nous plantons des amandiers dans le sud de la France. Non, mais restons sur les betteraves. Non, mais c'est un exemple intéressant. Dans le sud de la France, nous plantons des amandiers qui vont grandir et qui prendront leurs fruits entre 3 et 5 ans. Nous avons financé un programme contre un ravageur avec l'INRA, qui met 2-3 ans à trouver des systèmes de biocontrôle, c'est-à-dire des systèmes d'élimination naturelle par des prédateurs. Oui, mais l'INRA a travaillé aussi pour les betteraves, mais ils n'ont pas trouvé en 2 ans. Ils n'ont pas trouvé, mais il faut en trouver un. Oui, ben, il faut en trouver un. On leur laisse un délai supplémentaire. Les agriculteurs, vous les connaissez bien, vous les aimez, vous leur dites quoi? Ils ont perdu 60% à Là, l'argument que les agriculteurs ont en leur faveur, c'est que la betterave n'est pas une plante mellifère. C'est-à-dire que l'abeille ne va pas le butiner. Mais, à la limite, la cohabitation peut être tout à fait possible, temporairement si elle est délimitée dans le temps, et surtout, si vous avez autour de ces champs des protections pour tous les autres, c'est-à-dire les apiculteurs. Donc, et ça, excusez-moi, pendant ce temps-là, il faut que la recherche se bouge. Se mettre une pile. Et j'ai envie de dire, se mettre une pile, franchement, les équipes de recherche finissent toujours par trouver. Est-ce que vous C'est une question de moyens, d'ailleurs. Mais moi, je ne suis pas favorable à la réintroduction des néonicotinoïdes, parce qu'on aurait pu peut-être réintroduire d'autres insecticides anciens qui étaient moins durs, moins dévastateurs, et il fallait quand même faire un petit travail plutôt que reprendre ces mais vous ne prenez pas votre part de responsabilité parce que c'était en 2016, vous étiez au gouvernement, enfin c'était le gouvernement de François Hollande. Je n'étais plus au gouvernement, j'ai quitté en 2014. C'était le gouvernement de François Hollande. Vous verrez avec M. Hollande, mais moi je n'étais plus là, j'avais été viré. L'État aussi aurait pu accélérer la recherche et trouver des substituts, non? Mais je suis de votre avis, bien sûr, mais moi je ne... Mais les critiques ne sont pas adressées à quiconque, elles concernent tout le monde, bien sûr. Mais il y a un dilemme, vous préférez sauver les abeilles, on le comprend, vous faites du miel, mais on sacrifie la sucrerie, le sucre et la filière betterave. Parce que c'est ça le dilemme. Non, c'est pas ça le dilemme. C'est du made in France. Le retour en arrière sur le nicotine est désastreux. En revanche, on aurait pu trouver d'autres méthodes, comme ça existait il y a 30 ans. Il y avait des betteraves on plantait des betteraves et ça marchait. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de néonicotinoïdes à l'époque. Donc ça aurait mérité aussi. C'est un mauvais signal qu'on envoie. C'est surtout un problème parce que la cohabitation avec l'apiculture n'est pas tenable. C'est pas tenable. Et alors vous, vos ruches là, elles fonctionnent? 45 apiculteurs dans toute la France. Oui. Parce que vous savez que l'abeille se nourrit de la plante et en fait son miel. Et donc l'abeille fait parler la plante et le terroir. Donc le tilleul de Bourgogne, c'est pas la bruyère des Landes, ce n'est pas la lavande de Provence, ce n'est pas la bourdaine du Massif central. Donc nous avons des terroirs qui s'expriment différemment. C'est 100% bio, vous? Ça dépend, parce que le bio en France est très difficile à produire, on en a peu. Certains sont bio, parce qu'on arrive à les produire, d'autres pas, mais ce sont des miels de cru, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont monopolliniques, pour certains d'entre eux, c'est-à-dire que ce sont des miels qui font parler la plante, et qu'on sent. Le miel de ronce, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, autre business un peu calqué sur celui-ci, c'est celui des glaces. On en a beaucoup parlé cet été. Alors, c'est plus la saison, c'est la mémère, glace, cette fois-ci 100% bio.
Comment fonctionne ce business? C'est un peu pareil, j'ai lu que vous achetiez le lait aux producteurs de lait beaucoup Non, plus cher. Mais ça fonctionne vraiment On s'associe avec un éleveur. Un éleveur seulement? Un éleveur. Où nous installons un container avec le matériel, nous le formons, donc avec un meilleur ouvrier de France qui est artisan glacier, qui transmet son savoir-faire. Il apprend à transformer son lait en glace, et lui vend en vente directe. Nous vendons partout où nous le pouvons, et nous assurons en quelque sorte cette coopération entre un producteur qui est fermier, qui est agriculteur, et qui devient producteur de glace, qui transforme son propre lait, et nous qui assurons le commerce et l'investissement. Donc nous protégeons l'agriculteur contre l'endettement, puisqu'en fait son exploitation est préservée. Nous nous associons, lui à 51%, nous 49%, et nous assurons un partage de la valeur. En fait, on gagne de l'argent ensemble. Et nous rémunérons le lait. Aujourd'hui, c'est la mauvaise rémunération des agriculteurs. C'est le seul sujet. Le sujet, c'est celui-là. Et comme on crée de la valeur dans la ferme, c'est dans la ferme que se loge la rémunération. Donc ça crée 2 emplois par atelier, par laboratoire. Le lait est rémunéré 37% plus cher que le prix de marché. Et nous partageons les bénéfices que nous font. Mais le consommateur, il est prêt à mettre plus cher aussi pour acheter sa glace, parce que j'imagine que vous la vendez un petit peu plus cher. Il n'y a pas de glace bio sur le marché, il n'y a que 1,5% du marché qui est bio. Le consommateur n'a très peu de glace bio. Et c'est une glace qui fait parler à la fois les fruits, mais aussi le lait. Donc c'est un goût que nos consommateurs affectionnent particulièrement. Ouais, mais il faut qu'ils mettent plus cher. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Franchement, on a enlevé tous les produits chimiques, tous les additifs alimentaires. Donc sur le plan de la santé, et d'ailleurs nous avons la meilleure note Yuka, la même ère. Est-ce que vous en vendez beaucoup? Parce que moi j'ai cru comprendre que ça prenait pas vraiment cette histoire de glace, qu'il n'y avait pas beaucoup de producteurs. Non, mais attendez, pour un producteur... Il y en a qui même étaient dans le business, se sont retirés du business, c'est vrai tout ça? Non, mais attendez... Est-ce qu'il y a des producteurs qui ont adhéré et qui sont repartis? D'abord, premièrement, nous avons des candidatures très nombreuses. Pour l'instant, nous démarrons. Nous avons fait une saison, nous avons vendu 35 000 pots en 4 mois. Donc voilà. Alors après, il faut gérer l'agriculteur. Est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord? Est-ce que ça lui plaît, ça lui plaît pas? Pourquoi? Parce que c'est un nouveau métier pour lui. D'abord, c'est un micro-atelier. Donc c'est du travail posté. Un laboratoire. C'est un travail posté. L'agriculteur, il travaille avec les saisons, avec la nature, selon la météorologie. Il n'y a pas d'horaire. En revanche, là, c'est un travail posté, et c'est un travail qui est d'artisanat, et très, très précis, avec un process de fabrication. Donc, il faut qu'il apprécie ce métier. Et ça, c'est difficile, parce que... Et donc, nous, notre sujet, c'est comment on arrive à trouver un accord avec des agriculteurs, et un accord durable. Donc nous sommes en train d'augmenter le nombre de fermes, et surtout, on est en train d'augmenter le nombre de référencements dans la grande distribution, puisque la Mémère est maintenant presque dans toutes les enseignes. Nous avons déjà 250 points de vente. La Mémère est dans 250 points de vente. Mais pour ceux qui chercheraient le miel bleu blanc ruche, Madame Boucher, bleublancruche.fr. Eh ben voilà, merci Allez, beaucoup. On passe à présent au dessert, c'est le péché mignon. Alors vous êtes le premier à nous faire le coup, Arnaud Montebourg. On vous propose un dessert et vous nous ramenez du fromage. Donc fromage ou dessert, c'est plutôt fromage chez la famille Montebourg, chez Arnaud? Pour moi, le fromage, c'est comme un dessert. Alors qu'est-ce que c'est que ce fromage qui porte un nom étrange? Le claque-bitou. C'est mon chèvre préféré. C'est vrai. C'est du lait de chèvre venant de la région charolaise. Et il a un caractère extraordinaire. Alors il a un avantage pour moi. Il est de Saône-et-Loire. Voilà. Donc j'ai appris à le connaître, à l'aimer, à le fréquenter. C'est un fromage qui parle, voilà, qui dit les choses. Claque-bitou, ça veut dire quoi? C'est ça? C'est du patois? Ça veut dire fromage de chèvre. Tout simplement. Donc c'est le claque-bitou. On en trouve pas. Moi, j'avais jamais entendu. Je vais ça se trouve de plus en plus. Oui, alors là, c'est le restaurant chez Françoise. Un grand fromage comme ça, c'est une sorte de cylindre assez haut, oui. Voilà. Et là, on vous l'a servi avec un peu de sucre pour que c'est un peu l'aspect dessert aussi. C'est sympa. Vous aurez du miel à déguster après. Mais oui, mais on va goûter ça. C'est bon le miel avec le fromage. C'est un fromage qui n'est pas sec, parce que le fromage de chèvre est parfois un petit peu plus friable. Là, nous entrons dans les fromageries et les crèmeries avec nos miels bleu blanc rouge, parce que nous avons réhabilité le miel en motte qu'on coupe, qui est naturel, qui est un coup de main de l'apiculteur dans sa fabrication, et on le coupe au couteau.
Donc, au poids. Et ça, le miel à la coupe, c'est magnifique. Et alors, vous avez l'odeur qui vous prend du miel, c'est extraordinaire. Et avec les fromages, alors là, vous êtes... Allez, on parle du miel une dernière fois. Vous avez vu ce masque ? Non, je vois pas. Regardez, avec plein de petites abeilles. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, c'est celui que portait Cédric Villani hier à l'Assemblée pour contrer la loi sur les pesticides. Ça vous fait plaisir ? Solidarité ? Ça me fait plaisir. Bon. Solidarité. Merci beaucoup. Allez, on termine avec cette odeur de miel. Merci à vous, Arnaud Montebourg, d'avoir été notre invité. Merci d'avoir participé à Politique à table. Merci aussi à chez Françoise qui nous a fourni ce très bon vol au vent. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Politique à table. Merci.